Alors je ne suis pas le seul, il y a un certain nombre d'autres personnes, comme Michel Bidbol, comme Pierre Kersberg, et puis de plus en plus de gens, y compris dans les traditions anglo-saxonnes, qui essayent de remettre en chantier le point de vue transcendantal. Alors je vais donc essayer de remplir ce contrat. Alors l'argumentation sera la suivante. La thèse générale, c'est que la philosophie transcendantale, on verra pourquoi, est en fait tout à fait naturelle, malgré son jargon, malgré une certaine complexité apparente, dès que l'on souhaite penser philosophiquement la physique mathématique. Si on enlève mathématiques dans physique mathématique, ça ne vaut même pas la peine de commencer à faire de la philosophie transcendantale de la physique. C'est une philosophie qui ne trouve sa légitimité qu'à partir du moment où, comme le dit Kant, on pose qu'une science proprement dite est obligatoirement mathématisée. Alors, le problème qui est mis en avant, c'est effectivement celui de la reconstruction mathématique d'une réalité empirique. Pour Kant, c'était la réalité empirique de la mécanique classique, du mouvement des corps matériels. C'est ce que Kant lui-même appelait la construction mathématique des concepts, et ce que maintenant d'autres personnes, en l'opposant à l'analyse conceptuelle, appellent la synthèse computationnelle, c'est-à-dire trouver des algorithmes qui permettent de construire une réalité virtuelle qui soit une sorte de double parfait de la réalité empirique observée. L'analyse conceptuelle de la réalité empirique soulève des quantités de problèmes philosophiques traditionnels, mais grosso modo, une optique empiriste, nominaliste, suffit. On n'a pas besoin de plus, selon moi, pour traiter les problèmes philosophiques des théories qui font l'analyse conceptuelle d'un domaine de réalité. On abstrait conceptuellement la diversité empirique, on catégorise au sens de la catégorisation comme processus cognitif, on classifie, on fait des taxonomies, on organise, on systématise, on trouve des régularités, on fait des inductions, on introduit des probabilités, etc., etc. Et à ce niveau-là, il n'y a aucune différence entre un physicien, un Tycho Brahe, un Kepler, ou un Brodel qui fait de l'histoire quantitative, ou un économiste, enfin, il n'y a aucune différence. On a des données, et à partir de ces données, on abstrait, on crée des classes conceptuelles, et on essaye d'y comprendre quelque chose. Alors ce type de scientificité, Kant l'appelait un art systématique. Et il donnait comme exemple, à son époque, la botanique, enfin toutes les grandes taxonomies, la zoologie, mais aussi la chimie. Pour lui, la chimie était un art systématique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de théorie fondamentale. Il n'y avait pas de mécanique quantique à l'époque pour expliquer les affinités chimiques. Bien. Donc j'insiste sur le fait que ces arts systématiques utilisent des ressources cognitives tout à fait universelles, indépendantes d'un domaine d'objet particulier, et c'est ce que Kant appelait dans son jargon subsumer le divers empirique, la diversité empirique, sous l'unité des concepts. C'est-à-dire on fait des synthèses conceptuelles de la diversité empirique. Donc ça, c'est un type de scientificité. Alors, ces arts systématiques, j'insiste, posent des tas de problèmes. Le problème popérien de l'induction, par exemple, est un problème universel dans les sciences, dans toutes les sciences. Mais les sciences proprement dites, c'est-à-dire mathématisées comme la physique, posent des problèmes philosophiques tout à fait spécifiques. Et ces sciences proprement dites, Kant les opposait aux arts systématiques. Et pour lui, il y avait un exemple, c'était la mécanique. Et plusieurs fois, Kant dit, peut-on imaginer que la chimie un jour devienne l'équivalent de la mécanique, c'est-à-dire une science proprement dite. On ait une théorie mathématisée des affinités chimiques, il le dit explicitement. Et à propos de la biologie, et des fameuses formes biologiques dans la nature qu'il a étudiées dans la troisième critique, il y a la phrase célèbre où il dit « Peut-on un jour imaginer un Newton du grain d'herbe
qui serait capable de faire pour la croissance d'un brin d'herbe ce que Newton a fait pour la mécanique. Mais il répond, dans l'état actuel des connaissances, c'est non. On n'a pas la moindre idée de ce que pourrait être une science proprement dite de la chimie ou de la biologie. Mais pas la moindre. En revanche, pour la mécanique, on fait beaucoup plus que de la subsomption conceptuelle. Alors moi, j'exprime ça de façon provocante en disant qu'on résout le problème inverse de la subsomption conceptuelle. C'est une façon de mettre en avant le fait que la physique est absolument en coupure avec les autres sciences. Dans la subsomption conceptuelle, on part de la diversité empirique et on essaye de créer de l'unité conceptuelle de plus en plus élevée, jusqu'à arriver à des grands concepts, des grands principes, etc. Dès qu'on ouvre un manuel de physique, on voit qu'on fait exactement l'inverse. La partie analyse conceptuelle, elle se fait en 2 pages au début. Tout de suite, on arrive à des trucs genre équation de Newton, et on rentre à ce moment-là dans un processus complètement différent, dans une problématique totalement différente, à savoir qu'on a des algorithmes qui expriment des grands principes, des grands concepts, des principes de conservation, des principes de causalité, enfin, des grands trucs généraux, mais à travers des techniques comme résolution d'équations différentielles, on est capable d'engendrer une diversité infinie de modèles que l'on peut comparer à la réalité. Et ça, aucun historien n'est capable de faire ça. Aucun sociologue n'est capable de faire ça. Enfin, ou en tout cas, n'était capable de faire ça. Maintenant, on commence à avoir des simulations de systèmes sociaux. Sans équation. Enfin, bon, Donc là, il y a quelque chose de très particulier, dans la mesure où on va absolument dans l'autre sens. On part de l'unité du concept, et on déploie une diversité, mais cette diversité n'est pas empirique. C'est une diversité qui va simuler la réalité empirique, qui va être un double de la réalité empirique. Ce que j'ai appelé la synthèse computationnelle. Les concepts deviennent des sources d'algorithmes. Et ça pose un énorme problème philosophique si on essaye de réfléchir philosophiquement à ça. Alors je pense que vous comprendrez facilement que si on se met à poser des problèmes classiques de philosophie des sciences, qu'est-ce que c'est que l'ontologie maintenant? Ou des choses comme ça, immédiatement, on fait fleurir des problèmes extrêmement difficiles. Quand j'ai reconstruit mathématiquement un petit domaine de réalité, où est l'ontologie de l'objet? Alors si je dis, bon, il y a de l'ontologie, alors ça veut dire que les mathématiques sont fidèles à la réalité ontologique, à une réalité indépendante. Mais alors ça veut dire que les mathématiques devraient être elles-mêmes objectives dans un sens ontologique. Donc je suis obligé d'être platonicien, mais je ne peux pas être platonicien. Alors si je ne suis pas platonicien, comment les mathématiques peuvent reconstruire une réalité qui n'existe pas? Bon, mais alors là, je ne vais quand même pas devenir solipsiste. Non. Et immédiatement, on rentre dans un ensemble de problèmes que l'on ne rencontre pas du tout quand on utilise les points de vue empiristes nominalistes. On dit qu'il y a de la réalité et nous on se borne à organiser conceptuellement. Mais organiser conceptuellement, c'est infiniment plus pauvre que de reconstruire algorithmiquement. Donc, il faut disposer, si on veut faire de la philosophie, d'approches philosophiques spécifiques, spécifiquement adaptées à ce problème. Et la philosophie transcendantale, selon moi, reste vraiment le prototype de ce type de philosophie. Elle a été inventée pour ça. Alors le deuxième point, dans cette introduction générale, est que si on dépoussière un peu Kant, et si on regarde comment il a lui-même appliqué sa philosophie transcendantale à la mécanique newtonienne, il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Les premiers principes métaphysiques d'une science de la nature », qui pour moi est le grand livre de philosophie de la physique de Kant. C'est pas du tout la critique de la raison pure, le grand livre, pour la philosophie des sciences. C'est les premiers principes métaphysiques d'une science de la nature.
je vais en parler assez longuement tout à l'heure, là on peut regarder ce que Kant lui-même a fait. Et quand on lit ce texte, on ne peut pas, selon moi, ne pas être assez sidéré de sa justesse épistémologique par rapport à la mécanique telle qu'on la pense encore aujourd'hui. Donc la réussite est telle qu'il n'y a aucune raison de ne pas chercher à généraliser ce point de vue aux théories physiques qui ont succédé à la mécanique rationnelle. Autrement dit, je m'inscris totalement en faux contre les tartes à la crème qui consistent à dire « Ah, mais on sait bien que la relativité générale a définitivement invalidé Kant. Ah, mais on sait bien que la mécanique quantique a démontré que Kant avait tout faux. » J'estime que ces arguments sont des arguments vraiment de mauvaise foi. Kant, avec les moyens du bord, il a fait quelque chose pour la mécanique de son temps. Ça marche quand même pas mal. C'est certainement incroyablement supérieur à Hume. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas essayer d'être transcendentaliste post-kantien pour les théories physiques d'après, exactement comme tout le monde admet qu'on peut être empiriste à propos de la mécanique quantique. Quand les gens du cercle de Vienne disent on va développer un empirisme logique pour la relativité générale, ou quand un von Frassen dit je développe un empirisme constructif pour la mécanique quantique, personne ne vient lui dire mais on sait bien que la relativité générale et la mécanique quantique ont complètement rendu caduque le point de vue de Hume. Et bien pour moi, il en va exactement de même au niveau du transcendantalisme. Le transcendantalisme est un point de vue qui met en avant les problématiques, comme on le verra, de la constitution des objectivités, c'est-à-dire qui essaye de comprendre pourquoi les sciences peuvent être objectives en ayant rigoureusement aucun contenu ontologique, aucun. Et cette approche est indéfiniment développable, Kant étant un précurseur. Alors le troisième point, c'est que si on fait cela sans dogmatisme, sans se laisser impressionner par ce lieu commun que le transcendantalisme ne serait plus valable, eh bien on s'aperçoit, c'est ce que je me suis essayé à faire, et d'autres l'ont fait aussi sur d'autres points, on s'aperçoit qu'il existe en fait une structure transcendantale extrêmement précise des grandes théories de la physique mathématique moderne. Et que une des meilleures façons de comprendre philosophiquement l'évolution des théories, c'est justement de voir comment elles transforment la structure transcendantale dégagée par Kant dans les premiers principes métaphysiques pour la mécanique newtonienne. Quatrième point, si on fait ça, on constate alors qu'il y a une évolution de la structure transcendantale des théories physiques fondamentales. Je parle de la physique fondamentale. Et que cette évolution ne fait en fait qu'approfondir de plus en plus les principes mêmes de l'approche transcendantale. C'est-à-dire sont en quelque sorte super transcendantales, enfin transcendantales à un point que Kant lui-même n'aurait jamais osé imaginer. Donc moi, de façon provocante, en reprenant une phrase de D'Espagna qui disait « Maintenant, c'est la physique elle-même », il le dit à propos de la mécanique quantique, qui nous oblige d'accepter la différence kantienne fondamentale entre être et phénomène. Avant, c'était philosophique et maintenant, on est obligé de l'introduire au départ même de la physique. Donc, de façon provocante, je dis que c'est l'histoire même de la physique mathématique qui, en quelque sorte, démontre le bien fondé de l'approche transcendantale. Alors, pour démarrer, considérons la façon dont, dans un ouvrage qui, pour ma génération, a été une sorte de Bible, on a tous appris la mécanique rationnelle dans ce livre, à savoir les méthodes mathématiques de la mécanique classique de Arnold, comment on démarre. Comment on présente
le départ de la mécanique. Donc ça, c'est vraiment les premières pages d'un livre d'introduction, d'un livre scolaire. Mais fait par quelqu'un qui a particulièrement réfléchi, enfin qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de géométrie symplectique, de géométrie de contact, etc. Donc Arnold démarre en disant, eh bien, il y a quelques principes à la base de la mécanique. Les premiers principes, c'est principe de relativité et principe de déterminisme. Alors, de façon un petit peu plus technique, il dit, premier point, l'univers est un espace affine de dimension 4, où les points sont des événements. Les translations de cet espace affine engendrent le vectoriel R4. Le temps est une application linéaire qui fibre R4 sur R. Les fibres sont constituées d'événements simultanés, ce sont des R3 d'événements simultanés. L'intervalle de temps séparant deux points, enfin deux événements A et B de R4, c'était de A moins B. On a une distance euclidienne. Le groupe de Galilée, le groupe de relativité de la théorie, c'est le groupe des transformations qui préserve cette structure, la métrique des R3, enfin, et la fibration temporelle. Les intervalles de temps et les distances entre les événements simultanés. C'est ce qui change dans la relativité restreinte. On démontre facilement que ce groupe est engendré par les translations, les rotations et les mouvements uniformes. Translation de temps, translation d'espace, rotation d'espace, mouvement uniforme. Ensuite, troisième bloc de principe, c'est le fait que les mouvements vont être décrits par des trajectoires, que ces trajectoires sont caractérisées par des entités différentielles, des vitesses, des accélérations qui doivent avoir des propriétés de covariance par rapport au groupe de Galilée. Quatrième bloc, équation de Newton. Le principe de déterminisme dit que si je connais les positions et les vitesses initiales, je connais de façon déterministe le futur, la trajectoire et même le passé. Donc ça veut dire que l'accélération est obligatoirement une fonction x point point, d2x sur dt2, où x c'est la position dans l'espace de configuration, enfin, disons R3 pour un point matériel. Donc obligatoirement l'accélération est une fonction de la position x, de la vitesse dx sur dt et du temps. Et comme dit Arnold, de la forme de la fonction grand F définit le système. Et ensuite, cinquième bloc, on applique les grands principes et l'action du groupe de relativité, et on en tire immédiatement que pour un système fermé, grand F est indépendant du temps, grand F ne peut pas dépendre des positions absolues, mais seulement des positions relatives, grand F ne peut pas dépendre des vitesses absolues, mais seulement des vitesses relatives, grand F est nécessairement équivariante par rotation. Enfin, bon. Et la forme la plus simple de ça, la fonction la plus simple qui satisfait toutes ces contraintes, c'est f égale n gamma. Proportionnel, avec que x point point soit proportionnel à la force. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans les deux premières pages d'un traité, disons, moderne de mécanique rationnelle. Bien. Alors vous voyez qu'il existe une structure très précise de cette théorie, et je pense que vous voyez immédiatement que si vous prenez n'importe quelle autre discipline, histoire, géographie, biologie, etc., ça commencera certainement pas comme ça. Certainement pas.
Bien. On a des observables, on mesure ces observables, donc on a une structure de l'espace-temps qui sert de cadre au mouvement, on a un groupe de symétrie, qui est le groupe de Galilée. Ensuite, on dit que les phénomènes que l'on étudie dans ce cadre, dans cet espace-temps muni de ce groupe d'invariance, que les phénomènes sont définis, comme je l'ai dit, par des données différentielles, possédant des propriétés de covariance. On introduit ensuite un certain nombre de lois, qui sont des lois extraordinairement générales, tellement générales qu'on se demande si elles ont un contenu empirique, hein, genre les lois de conservation des quantités physiques, hein, la première loi de Newton dans un mouvement inertial, la loi de Newton, disant que la non-conservation du moment est l'effet d'une force, et puis la loi de l'égalité de l'action et de la réaction, dans une interaction entre deux corps. Ça, c'est tellement général qu'il n'y a pas beaucoup de contenu empirique là-dedans. Et un peu d'empirique, enfin, pas mal d'empirique intervient avec la loi de la gravitation. Là, on a vraiment quelque chose d'explicite qui va permettre de faire des calculs. Mais avant d'arriver à ça, on est dans des grands principes généraux. Et enfin, on a le fait que des grandeurs, comme la position et la vitesse, peuvent être mesurées, quand on a choisi les repères, mais qu'elles ne peuvent pas avoir de contenu physique. Conséquence immédiate de la relativité. Alors tout ça est totalement banal et scolaire. Mais ce qui reste, alors ça n'était pas du tout à l'époque de Kant, hein, c'était encore quelque chose d'extraordinairement difficile à assimiler, cette structure de la mécanique. Mais ce qui reste encore tout à fait non scolaire et non banal est la question suivante. À supposer que l'on souhaite penser philosophiquement cette structure de la mécanique classique, y a-t-il une philosophie qui, tout en traitant de façon systématique des grands problèmes philosophiques éternels, le beau, le bien, le vrai, la politique, la religion, l'esthétique, le bien, le mal, etc., qui traitant de tout ça, arriverait à déduire philosophiquement exactement cette structure. Y a-t-il une philosophie qui peut traiter philosophiquement de quantité de choses et qui a la propriété que lorsqu'elle va traiter ce que dit la mécanique, va déduire philosophiquement de sa conception générale de l'objectivité, etc., cette structure. Alors moi, personnellement, je ne connais qu'une philosophie qui a réussi à faire ça, c'est effectivement la philosophie transcendantale. Et on va voir que les premiers principes de Kant, les premiers principes métaphysiques, c'est pratiquement mot à mot ce que je viens de dire en vous présentant Arnold. Pratiquement. Avec le jargon de l'époque. Hein? Non, j'ai dit cette structure-là. Évidemment, évidemment, on ne peut pas déduire transcendamentalement un contenu empirique particulier. Alors en fait, cette philosophie est particulièrement adaptée à ce type de théorie, parce que vous voyez que, dans ce que je viens de rappeler, hein, sur la structure de la mécanique, les lois de la nature ne sont ni des projections subjectives, ni des vérités ontologiques, mais des contraintes sur la formulation mathématique des théories. Si vous reprenez en fait ce que je viens de dire, c'est essentiellement des contraintes sur la formulation mathématique. Des contraintes qui garantissent
que ces théories peuvent avoir un contenu objectif. C'est-à-dire qu'ils garantissent que ces théories peuvent décrire une réalité objective, ou objectif, ici, n'est ni subjectif, ni ontologique. Et décrire, ça veut dire reconstruire algorithmiquement. La covariance est le prototype de ça. Prototype. Alors, de par leur nature même, les théories objectives ainsi conçues, alors j'insiste bien sur cet aspect de l'objectivité, sur ce concept très particulier d'objectivité. Ce n'est ni une projection subjective, ni un contenu ontologique. Comme dit Kant, c'est une légalisation formelle. C'est tout à fait autre chose. Donc, de par leur nature même, les théories objectives ainsi conçues ne peuvent pas représenter une réalité indépendante qui serait sous-jacente aux observations empiriques. La nature de l'objectivité qu'elle met en relief, enfin le type d'objectivité qu'elle met en relief, c'est tout à fait autre chose. Et c'est essentiellement, je répète, lié à des propriétés de covariance, et puis après, dans les théories postérieures, à des propriétés du genre invariance de jauge, etc., qui sont des propriétés de formalisme. Alors pour moi, la philosophie transcendantale, c'est la refonte de la métaphysique, avec tout ce que ça comporte, hein. Toutes les grandes traditions métaphysiques. C'est la refonte de la métaphysique qui a fait droit à ce type d'objectivité. Pour Kant, le factum rationis, comme il disait, majeur, c'était la physique, et il a changé la métaphysique de façon à ce que la physique ait métaphysiquement raison. Et la philosophie transcendantale, c'est ce que devient la métaphysique quand la physique a métaphysiquement raison. Alors ceci dit, on peut s'en passer totalement de cette philosophie. Donc maintenant, on va voir comment Kant appliquait lui-même la philosophie transcendantale à la mécanique newtonienne dans les premiers principes. Alors, je dis d'abord quelques mots sur les catégories et les principes. Alors, je serai très bref, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans la technicité kantienne. Et puis, je pense que ça deviendra beaucoup plus clair dès qu'on rentrera dans les premiers principes. Ça, c'est essentiellement un rappel de, je dirais pas de jargon, mais enfin... de ce qui est à la base de la critique de la raison pure. Donc il y a 4 blocs de catégories, on va voir comment elles s'interprètent dans la mécanique. Les catégories de la quantité, unité, pluralité, totalité, la totalité étant la pluralité conçue comme unité, une sorte de synthèse entre pluralité et entre unité et multiplicité. Les catégories de la qualité, réalité, négation et limitation. Alors la réalité, c'est essentiellement, comme on le verra, dans le domaine physique, l'existence qui est liée au fait qu'il y a des données empiriques, qu'il y a des sensations qui nous donnent accès à des données empiriques. Donc c'est la réalité au sens de cette existence empirique. La négation, c'est la non-existence empirique. La limitation, c'est un peu plus compliqué. On verra comment elle fonctionne. Ensuite, on a les catégories de la relation, qui sont les catégories sans doute les plus fondamentales. Alors, substance et accident, cause et effet, et action réciproque, enfin ce que Kant appelle aussi communauté. Et 4e bloc de catégories, les catégories de la modalité, possible, impossible, existant, non existant, nécessaire, contingent.
Alors ces catégories sont des catégories tout à fait classiques, que Kant a repris à la tradition aristotélicienne. Hein. Et c'est lié aux grandes questions, comme le disait déjà Aristote, qu'on peut poser à propos du monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment Kant a complètement repensé ce que sont les catégories, ce que c'est qu'une catégorie comme concept pur de l'entendement, pour reprendre sa formulation. Kant est un empiriste radical. C'est le plus empiriste des philosophes. Mais dans l'empirisme, le donné premier, c'est ce qu'on a appelé après les sense data, et que lui appelait le divers de la sensation. On dirait maintenant qu'il y a une espèce de... On est bombardé par des flux d'informations. Et ça, c'est du, comme il dit, c'est du divers pur. Il n'y a pas de structure là-dedans. Donc, de même que dans la perception, vous avez en entrée un flux de photons sur vos photorécepteurs, et puis à la sortie, vous voyez des objets tridimensionnels qui bougent dans un espace tridimensionnel bien structuré. Et on sait qu'il faut vraiment beaucoup d'air cérébral et beaucoup d'algorithmes compliqués pour passer de l'input à l'output. Et bien de même, quand on dit, bon, ben, c'est pas avec ces données sensorielles infiniment diverses qu'on va pouvoir élaborer une connaissance. Donc il faut structurer ces données, comme on dirait maintenant. La structuration des données, c'est ce qu'il appelle une synthèse. Donc il faut faire la synthèse du divers, empirique. Et cette synthèse doit conduire à des objets. Donc son problème, c'est, comme il le dit, là je le cite, comment penser un objet dans le divers empirique. Comment faire pour que le divers empirique ne soit pas une bouillie de données. Donc les catégories, il n'y a pas qu'elles, hein, mais les catégories sont des opérateurs de synthèse. Il y a en plus l'esthétique transcendantale, le temps, l'espace, mais au niveau du concept, les catégories permettent de penser un objet dans le divers de l'intuition. Et alors c'est là qu'il y a la révolution copernicienne kantienne, et la façon dont lui-même s'est référé à la révolution copernicienne. C'est là qu'elle se situe. On a des synthèses. Mais comment être sûr qu'il y a une coordination entre des représentations synthétiques qui sont plutôt côté cognitif et puis des objets? Il pourrait y avoir un espèce de malingénie de l'évolution qui aurait fait que nos capacités cognitives sont en quelque sorte toujours à côté de la plaque, qu'on n'arrive pas à élaborer de connaissances avec nos ressources cognitives. Donc comment peut-il y avoir, comme il dit, une possibilité de concordance entre des opérations de synthèse, on dirait maintenant de traitement d'informations? Eh bien, il y a deux solutions. La première solution, c'est que c'est l'objet qui, en fait, va produire les représentations. Autrement dit, les objets sont déjà dans le monde. Non seulement on reçoit un flux de données, mais ce qui fait que ce flux de données correspond à des objets, à un sens ontologique. Les objets sont déjà là dans le monde, indépendamment de nous. Alors ça, c'est les points de vue classiques. Ou bien alors, c'est la représentation qui produit l'objet. C'est ça la solution adoptée par Kant, et c'est ça qu'il a appelé la révolution copernicienne. On inverse complètement le point de vue classique.
Au lieu de dire les objets sont déjà là et moi je les découvre, on dit moi je reçois évidemment quelque chose, je reçois le divers pur empirique, mais c'est mon entendement qui va construire des formes d'objets. Et il n'y aura aucun moyen de savoir si ces objets ont un contenu ontologique ou non. Aucun. Mais le fait qu'il y ait cette limite de la connaissance, c'est-à-dire que la connaissance ne puisse jamais rejoindre des thèses ontologiques, n'est pas gênant. Parce qu'on peut avoir une connaissance parfaitement objective, parfaitement vraie, parfaitement, et qui marche parfaitement, etc. Mais alors, vous voyez bien que si c'est la représentation qui rend possible l'objet, elle ne peut pas rendre possible l'objet comme existant. Parce que si on disait ça, alors à ce moment-là, on nous donnerait à nous une capacité quasi divine qui serait de produire de l'existence, de la réalité, par la pensée. Et ça, c'est pas possible. À cause de, de notre finitude, de notre condition humaine finie, la finitude du Dasein, comme disait Heidegger. Et donc, l'objet ne peut être qu'une forme, une sorte de grammaire pour les sense data. Et dans ce sens-là, vous pouvez dire, et beaucoup de gens l'ont dit, que les anti-kantiens radicaux, qui étaient les gens du cercle de Vienne, étaient à leur façon des transcendantalistes, parce qu'ils ont mis en avant exactement la même problématique. Il n'y a pas très longtemps, ici à l'ENS, il y avait la semaine dernière un grand colloque sur Schlick. Une petite parenthèse. Schlick a beaucoup insisté là-dessus. Il a dit que Kant a fait la découverte la plus géniale de l'histoire de la philosophie moderne, qui est celle de la constitution des objets. Et la constitution des objets, c'est le fait qu'il y a des grammaires formelles qui viennent structurer les données. Donc, découvrir la problématique de la constitution de l'objectivité, c'est formidable. Le problème de Kant, c'est que chez lui, ça fusionne avec une doctrine des facultés, une sorte de psychologie cognitive, et complètement obsolète, en fait. Donc, si on veut garder la problématique kantienne, il faut la couper en deux, et je suis assez d'accord avec Schlick. Alors l'objet comme forme, comme grammaire, qui s'impose a priori, entre guillemets, aux données empiriques, comme une sorte de formatage des données empiriques, c'est ce que Kant appelait une qualification juridique. Et c'est de là que vient sa grande métaphore juridique. Il est allé chercher dans le domaine du droit le fait, vous savez qu'en droit, un fait n'est pas un objet juridique. Un fait n'existe pas. Un fait n'existe juridiquement qu'à partir du moment où il devient qualifié juridiquement. Il n'y a qu'à prendre tous les procès, hein, quels qu'ils soient. Et dans une certaine mesure, tout est déjà jugé lorsque la qualification est choisie. Si on dit quelque chose pour le sang contaminé, si on dit que c'est le fait qu'on a un peu menti sur le produit, ou bien si on dit que c'est un empoisonnement considéré comme un crime, eh bien, évidemment qu'on n'appliquera pas les mêmes règles de droit. Et donc le fait ne sera pas jugé de la même façon. Pour qu'un fait puisse être jugé, il faut d'abord qu'il soit qualifié. Alors chez Kant, ça s'exprime en disant pour qu'un phénomène
puisse devenir un objet de connaissance, il faut qu'il soit d'abord qualifié comme objet d'expérience possible. Il faut que toute la machinerie scientifique puisse travailler dessus. Et ça, ce n'est pas donné avec le phénomène. Parce que vous pouvez travailler sur le même phénomène, par exemple, esthétiquement. Personne ne... Le phénomène n'impose pas le type d'approche qu'on adoptera, l'attitude qu'on adoptera. Donc bref, l'objet est donné empiriquement, mais sans avoir la forme de l'objet, et il n'acquiert la forme de l'objet que lorsqu'il est pensé comme objet. Et ce qui permet de le penser comme objet, c'est les catégories. Les catégories sont des conditions de possibilité de l'expérience, car, alors ça c'est vraiment disons, les trucs les plus connus de Kant, hein, car elles transforment les phénomènes en objets. Elles déterminent les phénomènes, comme dit Kant, par rapport aux fonctions logiques du jugement. Elles permettent d'appliquer des jugements. Bien, alors, une fois qu'on a dit ça, donc on a la liste des catégories, il y a une problématique extrêmement difficile qui est le cœur de la critique de la raison pure, et qui consiste à montrer que ces catégories, qui sont traditionnelles métaphysiquement, n'ont de signification que dans leur usage empirique. Elles n'ont de signification que si on les applique à des phénomènes. Et qu'on ne peut pas parler, enfin utiliser ces catégories autrement qu'en les appliquant aux phénomènes. Alors ça, c'est la problématique de la déduction transcendantale, dans laquelle je ne rentre pas. Enfin. Mais une fois que vous avez dit ça, vous voyez immédiatement apparaître un problème, et qui est vraiment un problème de toutes les théories physiques. Vous avez vos grandes catégories, par exemple la causalité. Et d'autre part, les phénomènes que vous allez observer sont des phénomènes qui se produisent dans l'espace-temps. Donc, comme phénomène, comme apparition de quelque chose, il y a un format de la manifestation, un format d'apparition, qui est l'espace-temps. Il y a de la géométrie de l'espace-temps, enfin, qui est donnée avec les phénomènes, qui est la condition pour les phénomènes de pouvoir être donnés. Donc, si vous voulez transformer par les catégories les phénomènes en objets, il faut que les catégories s'articulent sur l'espace-temps. Et les catégories, c'est des concepts, c'est même des concepts qui sont au sommet des pyramides de l'abstraction conceptuelle. C'est des concepts qui sont tout en haut. Alors le lien avec l'espace et le temps comme forme des phénomènes, comme intuition pure, c'est ce que Kant appelle le schématisme. Alors, il développe cette problématique du schématisme, il dévisse un peu cette problématique, et il arrive à relier les catégories essentiellement à la temporalité. Et les catégories reliées à la temporalité, à travers le schématisme, ça donne les principes. On est à la fin de l'analytique transcendantale de la critique de la raison. Alors, ces principes, il y en a 4 qui correspondent aux 4 blocs de catégories, qui ont été appelés par Kant, respectivement, les axiomes de l'intuition, qui correspondent aux catégories de la quantité, et qui dit que tous les phénomènes sont, quant à leur intuition, des grandeurs extensives, et essentiellement que l'on peut mesurer, qu'il y a des structures métriques qui permettent de les mesurer. Le deuxième principe, lié aux catégories de la qualité, c'est ce que Kant appelle les anticipations de la perception.
qu'il formule en disant que dans tous les phénomènes, le réel, la part de réalité, c'est-à-dire ce qui est donné dans la sensation, est une grandeur intensive, possédant un degré. C'est là où Kant introduit toute une réflexion sur le calcul infinitésimal. Ensuite, troisièmement, il y a les analogies de l'expérience qui sont liées aux catégories de la relation, et qui dit que l'expérience n'est possible que par la représentation d'une liaison nécessaire dans les perceptions, et que tous les phénomènes sont soumis quant à leur existence à des règles qui déterminent leur rapport entre eux et dans le temps. Alors il y a trois analogies, alors on verra ce que ça devient dans la mécanique, parce que c'est les trois lois de Newton en fait. Il y a trois analogies de l'expérience. La permanence de la substance, la catégorie de substance schématisée temporellement, ça devient la constance dans le temps, c'est-à-dire la permanence, c'est-à-dire l'origine de toutes les lois de conservation. La substance, ça devient le principe des lois de conservation. Ensuite, la causalité temporellement schématisée, ça devient la succession temporelle dans le temps, l'enchaînement temporel des causes et des effets. Et enfin, la catégorie de simultanéité, d'action réciproque ou de communauté, va se traduire par le principe des interactions simultanées de tous les objets. Ensuite, il y a le quatrième principe, que Kant a appelé postulat de la pensée empirique, et qui correspond aux catégories de la modalité, et qui est formulé de la façon suivante. Premièrement, alors ça c'est le possible, la catégorie de possible, ce qui s'accorde avec les conditions formelles de l'expérience, aussi bien au niveau de l'intuition, enfin de l'esthétique transcendantale, que des concepts, à savoir les catégories. Ce qui s'accorde avec les conditions formelles de l'expérience est possible. Deuxièmement, ce qui est en connexion avec les conditions matérielles de l'expérience, la sensation, la réalité liée à la sensation est réelle. C'est toujours cette conception de la réalité, le réalisme empirique. Et enfin, troisièmement, ce dont la connexion avec le réel est déterminée suivant les conditions générales de l'expérience est nécessaire. Et ces principes définissent l'usage empirique des catégories de possibilité, de réalité effective et de nécessité. Bien. Alors ça, c'est un rappel. Et maintenant, voyons ce que ça devient lorsque cette structure très, très abstraite se trouve appliquée à la mécanique. Alors, comment ça s'applique à la mécanique? Ça s'applique en disant, il y a une classe de phénomènes qui correspond à un type de phénomène. Et ce type de phénomène, c'est le mouvement. Alors, il y a d'autres phénomènes dans la nature. Mais parmi les phénomènes de la nature, il y a le mouvement. Alors, le phénomène de mouvement, c'est tout bête. On voit des corps matériels se déplacer, et puis voilà. Ça, c'est le phénomène. Maintenant, on veut légaliser ce phénomène de façon à avoir une connaissance du mouvement. Et pour ça, on va appliquer la structure catégoriale et la structure des principes. Alors, on va retrouver quatre grands moments, quatre grands champs, domaines, je ne sais pas quoi dire, de la mécanique. Alors, le premier va correspondre aux catégories de la quantité et aux axiomes de l'intuition, aux principes que sont les axiomes de l'intuition. Et bien ça, quand on l'applique au mouvement, ça donne la cinématique. La cinématique, Kant l'appelle la phoronomie. C'est un terme qu'on utilisait à l'époque. Donc la cinématique spécifie
les catégories de la quantité et les axiomes de l'intuition qui règlent la fonction des grandeurs extensives. Et Kant, dans les premiers principes, à propos de la phoronomie, traite essentiellement de deux questions. Qu'est-ce que c'est que de mesurer dans l'espace? L'espace, au niveau des phénomènes, c'est un espace phénoménal, un espace phénoménologique, un espace intuitif. Pour mesurer, il faut que cet espace soit mathématisé. Et là, il y a des réflexions qui sont loin d'être triviales de Kant sur le fait que mathématiser, ça veut dire géométriser. Il y a une structure euclidienne de l'espace, en fait, c'est essentiellement ça, dit Kant. Ça, tout le monde le sait, il est assez reproché. Mais Kant aborde des problèmes un petit peu plus délicats. Par exemple, la nature de l'arithmétisation du continu. Dans l'esthétique transcendantale, le continu est un infini en acte. Et quand il s'agit de mesurer arithmétiquement, ça devient un infini potentiel. Et ces problèmes, qui sont des problèmes très classiques de philosophie des mathématiques, sont abordés dans cette partie des premiers principes. Donc, il faut toute une structure qui permette les mesures. Et puis la seconde chose dont traite Kant, dans cette partie des premiers principes, c'est tout ce qui concerne la relativité galiléenne. Alors il faut insister sur le fait que Kant est le premier philosophe et à peu près le seul qui a insisté sur le fait que les symétries de l'espace étaient fondamentales pour la physique et posaient un problème philosophique central. C'est un de ces grands débats avec Leibniz. Donc il y a toute la façon dont Kant développe la relativité galiléenne. Et comme l'a noté Jules Villemin, qui en 1955 a écrit sans doute le plus grand texte, enfin, sur les premiers principes métaphysiques, dans son ouvrage Physique et métaphysique kantienne, comme le dit Villemin, je cite, « C'est ce principe de relativité de la phoronomie qui fournit la véritable démonstration de l'esthétique transcendantale. » C'est pour ça que Kant a inventé l'esthétique transcendantale. Ou encore, seconde citation de Villemin, c'est la relativité du mouvement qui rend transcendantalement nécessaire la fameuse thèse de l'idéalité transcendantale de l'espace chez Kant. Alors ensuite, le deuxième bloc de catégories correspondant au deuxième principe, des anticipations de la perception, ça correspond à la partie dynamique. Alors, cette partie-là est très compliquée dans les premiers principes. Alors, c'est très compliqué parce que c'est là que Kant dit, en dialogue avec Leibniz, que le mouvement dit quelque chose d'essentiel sur la nature physique des corps, il ne dit pas tout. Parce qu'il y a certainement, comme on le disait dans le jargon de l'époque,
des forces primitives internes à la matière et qui garantissent la cohésion de la matière, la dureté de la matière, toutes les propriétés de la matière. Et que les forces mécaniques que décrit la mécanique sont des forces, comme on disait, dérivatives, qui ne disent rien sur les forces primitives internes. Alors ces forces primitives internes devraient être traitées dans la dynamique. Mais Kant explique qu'on ne peut rien dire sur ces forces primitives internes, que donc il faut s'en tenir à ce qui se manifeste spatio-temporellement, que donc on ne peut rien dire sur les causes intimes du mouvement, et que dans les théories à la Newton, on réduit la matière à sa masse, comme il dit, point final. Alors il faudra attendre l'opus posthumum, donc la fin de la vie de Kant, pour qu'il commence à développer une quatrième critique qui n'a jamais complètement rédigée et qui n'a pas publié, et où il y avait ces réflexions ultimes sur ces forces primitives internes. Et là, il y a toute une théorie énergétique, une théorie de l'éther, une théorie de l'intériorité de la matière, spéculative, mais qui est extrêmement intéressante, mais qu'on ne trouve absolument pas dans les premiers principes. Et donc, ce qu'on va trouver comme dynamique dans les premiers principes, c'est la chose suivante. On réduit la matière à la masse, et on va dire que cet être physique auquel on ne comprend rien, et qu'on laisse de côté, s'externalise en quelque sorte dans l'espace-temps à travers des grandeurs intensives. C'est là qu'interviennent les grandeurs intensives. Et pourtant, les grandeurs intensives, par rapport aux grandeurs extensives, mesurées, c'est des grandeurs différentielles. Toute la conception du calcul différentiel chez Kant est liée à ça. Donc, on avait l'espace et le temps avec l'espace avec sa structure euclidienne, l'arithmétisation qui permettait d'obtenir des nombres en mesurant, enfin tout ça. Et maintenant, on introduit dans la dynamique le principe que les phénomènes de mouvement doivent s'exprimer par des grandeurs intensives comme la vitesse ou l'accélération. Et ça, c'est une condition de la description mathématique des phénomènes. Alors, il n'y a pour l'instant encore aucune loi là-dedans. Et ce qu'on dit, c'est que on aura des quantités comme des grandeurs intensives, comme la vitesse ou l'accélération. Et Kant, avec les outils de l'époque, fait des efforts énormes pour expliquer qu'il y a là un problème fondamental, parce qu'il faut faire le lien entre la cinématique et la dynamique. Et que ça veut dire que les vecteurs vitesse et accélération, justement, doivent être des vecteurs. Il n'y avait pas le concept à l'époque. Il n'y avait pas le concept à l'époque. Mais il y a explicitement l'idée qu'il faut une covariance, qu'il faut qu'il y ait une indépendance par rapport aux repères, puisque ça doit décrire des phénomènes physiques.
Donc on a des descriptions différentielles qui doivent être liées, être cohérentes avec la relativité galiléenne. Et ça existait déjà à l'époque, enfin, c'est dans la théorie de Newton. Hein. Et donc Kant fait un effort énorme pour décortiquer ces problèmes. On pourrait dire qu'il essaye d'expliquer, c'est pour des raisons principielles, que la physique est nécessairement une géométrie différentielle. Et alors là, il y a un débat très compliqué avec Leibniz et une distance complète par rapport à des gens comme Descartes, pour lesquels il y a de la géométrie, mais pas de géométrie différentielle. Faut que j'avance? C'est déjà fini? C'est déjà presque fini? Bon. Alors, troisième moment, c'est la mécanique. Alors, la mécanique spécifie les catégories de la relation et les principes des analogies de l'expérience. Alors, je saute là sur une problématique de ce que Kant appelle la construction des catégories. Mais donc, la mécanique, comme troisième moment, après la cinématique et la dynamique, commence donc par une réinterprétation complète de la catégorie de substance. La catégorie de substance schématisée était devenue un principe de permanence, et ce principe de permanence, maintenant, est explicitement interprété par Kant comme principe de conservation. Donc, principe de conservation de la matière, je dirais après de conservation de l'énergie, principe de conservation de l'impulsion, etc. Ces principes de conservation sont les interprétations physiques du principe de permanence qui lui-même réinterprète la vieille catégorie de substance. C'est ce qui est permanent dans les phénomènes. Et il n'y a que des grandeurs soumises à un principe, satisfaisant un principe de conservation, que l'on peut bien mesurer. Alors cette réinterprétation rompt complètement avec les approches précédentes. Il faut bien voir que que philosophiquement, on était encore totalement aristotélicien. Que quand on allait à l'école, on apprenait les syllogismes, et il allait de soi que la connaissance, c'était un discours prédicatif. Et tout Kant, dans une certaine mesure, en ce qui concerne la philosophie des sciences, vient du fait que la mécanique n'a rien à voir avec une logique aristotélicienne de la nature. Il n'y a rien. C'est tout à fait autre chose. Et donc il a essayé de penser cette autre chose. Ensuite, la causalité se trouve retraduite par la loi de Newton, F égale m gamma. C'est ce qui introduit de la causalité dans la théorie du mouvement. Et le principe de la communauté se trouve retraduit d'une part par l'égalité de l'action et de la réaction, troisième loi de Newton. Donc on a les trois lois de Newton, qui sont tout simplement l'interprétation dans la mécanique de Newton des trois catégories de la relation. Mais en plus, on a la simultanéité interprétée comme interaction universelle, et alors là aussi, il y a des considérations très compliquées de Kant sur le fait qu'il y a une interaction universelle, mais alors que ça ouvre le problème cosmologique, en fait tous les corps de l'univers sont en interaction, mais est-ce que l'univers est un objet physique ou non, est-ce que, etc., etc. Et puis enfin, il y a le quatrième moment que Kant appelle la phénoménologie, et qui concerne les catégories de la modalité, du possible, du réel et du nécessaire. Et les principes associés qui sont les postulats de la pensée empirique. Alors la conséquence
la plus évidente du principe de relativité, c'est que le mouvement, comme dit Kant, n'est pas un prédicat réel. C'est un prédicat possible, mais ce n'est pas un prédicat réel. Alors c'est banal, mais quand on y réfléchit, c'est pas banal du tout, philosophiquement. Le mouvement ne peut pas être interprété comme une transformation réelle de l'état interne réel du système. Ce n'est pas une propriété du système. C'est pour ça qu'on peut à la fois affirmer le mouvement et nier le mouvement. Il suffit de changer de repère. On peut à la fois affirmer le mouvement et nier le mouvement. Et il n'y a pas de contradiction. Cet énoncé de type A non A n'est pas une contradiction. La relativité du mouvement rend donc inacceptable l'interprétation spontanée d'un énoncé comme le corps S à telle position ou à telle vitesse, en donnant au verbe avoir le sens de posséder une propriété. Il a telle position, il a telle vitesse, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Mais ce n'est pas une propriété du corps. Et ça, c'est compliqué. Ces énoncés ne supportent pas la contrafactualité, car leur valeur de vérité présuppose qu'on ait choisi un repère inertial, c'est-à-dire qu'on ait précisé les conditions de mesure. Alors, il faut bien voir que ce problème-là est encore très ouvert. Je parlais de von Fraassen tout à l'heure. Une grande partie de la théorie de von Fraassen, dans son interprétation modale de la mécanique quantique, consiste à dire de façon beaucoup plus sophistiquée exactement la même chose sur les liens entre valeurs d'observables et les énoncés d'attribution d'état. Je cite von Fraassen, les états d'un système quantique peuvent être identifiés en termes d'observables, mais ne peuvent pas être identifiés aux observables. La valeur d'une observable n'est pas une propriété du système physique. C'est exactement le même problème, et ce n'est pas un hasard si ça s'appelle une interprétation modale. Alors, il faut que je m'arrête? Non. Alors, disons, ça c'est... ma conclusion, là je me permettrai de renvoyer à des travaux, enfin, ce que j'ai essayé de faire depuis déjà pas mal de temps, enfin à partir de ces remarques, c'est de voir comment on peut écrire l'équivalent des premiers principes métaphysiques pour les autres théories physiques. Et ce que l'on constate, c'est que la philosophie, ce type de philosophie reste parfaitement adapté, c'est-à-dire qu'on peut très facilement formuler philosophiquement la relativité générale à partir de ça. C'est très facile, parce que c'est une philosophie qui est parfaitement adaptée à la structure de ces théories. Mais en même temps, la systématique kantienne change. Mais elle ne change pas n'importe comment. Et on constate qu'il y a un mouvement fondamental, et que ce mouvement fondamental consiste essentiellement à ramener les trois catégories de la relation, c'est-à-dire les trois analogies de l'expérience, c'est-à-dire la conservation, la causalité et l'interaction, à des principes de relativité généralisés. Alors j'ai par exemple étudié pour la conservation la façon dont on ramène, dont on lit conservation et relativité. Ça c'est le théorème de Noether, enfin, qu'on trouve dans toutes les théories physiques modernes. La transformation de la force en principe de relativité généralisée
c'est-à-dire traiter les forces exactement comme la mécanique newtonienne traitait les vitesses, c'est-à-dire en disant que ce ne sont pas des propriétés des corps, les forces. C'est la relativité générale, et ramener les interactions à des principes de symétrie généralisée, c'est les théories de jauge. Et donc, on arrive, et je conclurai là-dessus, j'ai une citation de... alors j'avais deux citations. Alors j'avais quelques citations de Michio Kaku, qui est un spécialiste enfin, des théories de jauge, sur les symétries, où il insiste sur le fait que les symétries sont devenues l'élément le plus constitutif des théories physiques. Et puis j'ai une citation qui est un peu une boutade, mais que j'aime beaucoup, de Jean-Marie Souriau, à propos de la quantification géométrique, où il dit « Philosophiquement, la géométrisation de la physique, c'est ramener la physique à des symétries géométriques pour faire de la physique a priori. Hein, c'est ramener la physique à des symétries géométriques pour faire de la physique a priori. Autrement dit, je cite encore Souriau, il n'y a rien de plus dans les théories physiques que les groupes de symétrie, si ce n'est la construction mathématique qui permet précisément de montrer qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus que les groupes de symétrie, si ce n'est tout le travail mathématique de reconstruction de la réalité à partir de ces principes qui montre qu'il n'y a rien de plus. Alors, la philosophie adaptée à ça, enfin, qui dit ça philosophiquement, selon moi, c'est la philosophie transcendantale. Voilà. Merci. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de discussions pour la discussion peut-être. Ah ben oui, c'est vrai, j'étais encore trop long. Mais comment est-ce que, vous n'avez pas parlé de la mécanique quantique, enfin pratiquement pas, est-ce que vous pensez que vous pourriez adapter la philosophie de Kant à la mécanique quantique? Oui. Oh là là, alors, enfin ça j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Alors, il fallait trouver un peu le point de départ. Et je l'ai trouvé dans une très belle citation d'un bouquin que Fock, celui des espèces de Fock, a écrit dans les années 30, et où il dit que les principes de base de la mécanique quantique peuvent être conçus comme une relativité d'appareil, c'est-à-dire généralise la relativité classique au fait que on doit mesurer, non pas par rapport à un repère, mais par rapport à un appareil. On doit choisir un appareil pour mesurer. Et il a un long développement, c'est dans son introduction, et ça m'a donné l'idée, effectivement, de reprendre la problématique très classique, très fondamentale chez Kant, de l'esthétique transcendantale. C'est quoi l'esthétique transcendantale? C'est le fait qu'il faut avoir un accès au phénomène et que cet accès passe par des structures extrêmement précises. Alors chez Kant, on l'a vu, ça passe par la structure de l'espace-temps, avec sa géométrie euclidienne, etc. En microphysique quantique, l'accès se fait par des appareils, hein, et il y a des contraintes très générales associées à ce type d'accès. Alors, si maintenant on dit que c'est ça la base de l'accessibilité au phénomène, et si on reprend la structure catégoriale des principes, enfin, qu'est-ce que c'est que la causalité, qu'est-ce que c'est que, etc., les interactions et tout ça, ben à ce moment-là, on voit qu'il est tout à fait, je dirais pas facile, mais enfin, qu'il est faisable de donner une lecture transcendantale de la mécanique quantique. Mais il y a en fait beaucoup plus.
c'est que si on regarde ce que disent les physiciens sur la mécanique quantique, prenez des gens comme Despagna, prenez des gens comme Omnes, prenez des gens comme Gilles Cohen Tanuji. Quand ils réfléchissent philosophiquement sur la mécanique quantique, ils retrouvent exactement ce qui est à l'origine de la philosophie transcendantale quantienne. Le fait qu'il ne peut pas y avoir de contenu ontologique dans les théories, qu'en même temps elles sont objectives, que si l'objectivité n'est pas de l'ontologie, c'est parce qu'on doit inclure dans la théorie les conditions d'accès aux phénomènes, qu'il n'y a que des phénomènes, on appelle ça des observables, que ces phénomènes ne sont pas directement des objets, qu'il faut des procédures extrêmement précises pour qualifier les phénomènes comme objets, etc., etc. Et donc ça marche vraiment très bien. C'est juste une dernière question. La raison pourquoi Jean Reichenbach, par exemple, la raison pourquoi Jean Reichenbach, par exemple, critique Kant, en rapport de ce nouveau développement de sciences, de relativité, tout ça, c'est le fait que, au moins dans la critique de raison pure, Kant, évidemment, a besoin de sortes de schématisme rigide. Bien sûr, oui. Peut-être qu'il y a une différence entre roman critique et absolument. Oui, et vous pensez, et après, peut-être, pour défendre Kant, on peut dire, ok, peut-être il y a quelques parties rigides des schématismes. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Je pense qu'il faut traiter Kant comme un initiateur et un précurseur, exactement comme Descartes, comme Hume, et voir si le point de vue transcendantal peut être adapté. Rester collé à la lettre de Kant, c'est absurde, parce que évidemment qu'il aura tort. Mais les empiristes logiques se référaient à d'autres philosophes, en particulier à Hume, qui a infiniment plus tort que Kant par rapport à la physique moderne. Donc là, il y a vraiment une espèce de rhétorique qui consiste à être charitable vis-à-vis de certains et non charitable vis-à-vis d'autres. C'est-à-dire que pour des raisons très culturelles, tout à fait d'un autre ordre, liées à l'opposition, liées surtout à ce qu'était devenu le kantisme en Allemagne, le conflit entre les Autrichiens et tout le post-kantisme allemand qui est épouvantable, ça je vous l'accorde. Ils ont fait jouer à charge tous les progrès de la physique. Mais en fait, du coup, ils ont été un peu piégés dans une conception logiciste, empiriste logique, positiviste, etc. Donc Kant avait essayé de dépasser les limites en son temps. Et ils ont mis énormément de temps à dépasser ces limites. Donc là, en fait, je trouve qu'on a perdu du temps et qu'on aurait dû dire, bon, on prend ce qui est bien, et puis ce qui est pas bien, on le jette, et puis voilà. Utilisons Kant. Il ne s'agit pas de savoir s'il a raison, mais s'il est opératoire. Écoutez, nous terminons cette soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain, même place, même horaire, pour écouter Frédéric Patras, qui viendra de Nice. Que je vienne. Merci bien.